Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là ce midi. Je m'appelle Vincent Touraine, je suis journaliste financier. Je vais avoir le plaisir d'animer ce débat d'experts consacré aux résidences gérées et aux logements neufs avec cette question: quelles convictions pour vos investissements immobiliers en 2022? Alors on va être ensemble pendant 45 minutes. Déjà pour voir où en sont ces deux segments de marché après 1 an et demi de Covid, voir qu'est-ce qui se vend, où, à quel prix, avec quelle rentabilité. Et puis on va se projeter sur 2022, parce que c'est très bientôt 2022, et s'interroger sur les meilleures stratégies d'investissement, à la fois pour les résidences gérées et les logements neufs. Tout cela pour vous aider, vous, professionnels du patrimoine, eh bien, à y voir plus clair, à avoir des idées pour mieux conseiller vos clients. Le débat, à proprement dit, va durer 35-40 minutes, et puis on gardera une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, commencez déjà à réfléchir à vos questions, ça rend cette conversation plus interactive. Vous avez des micros de part et d'autre là de cette salle, et les micros circuleront à partir du moment où on sera passé aux séances de questions. Je compte sur vous. Sans plus tarder, je vous présente nos deux intervenants. Emma Leka, directrice générale de Valorissimo. Bonjour Emma. Bonjour Vincent, et puis bonjour à tous. Un petit mot de présentation de Valorissimo, et tout d'abord votre parcours, parce que vous n'étiez pas du tout dans l'immobilier avant d'être à Valorissimo. C'est pour ça, quand vous dites que c'est un débat d'experts, je vais essayer d'être à la hauteur, mais je ne me considère pas encore comme une experte de votre marché. Je viens du monde du digital, j'étais chez Vente Privée avant, et donc j'arrive sur ce marché avec une grosse expertise digitale essentiellement. Et donc, qui est crucial aujourd'hui. Qui est crucial aujourd'hui. Dans tous les secteurs. Voilà. Et qui est donc crucial chez Valorissimo, donc, que je représente aujourd'hui, qui est une place de marché digitale où se rencontrent d'un côté des promoteurs qui viennent et qui nous donnent la commercialisation de leurs lots et de leurs programmes, qui nous font confiance pour la mise en avant de ces programmes, et de l'autre côté des gestionnaires de patrimoine et puis des conseillers bancaires qui viennent puiser donc cette offre pour pouvoir la commercialiser auprès de leurs clients en direct. Vous avez une question ? Non. Donc vous allez nous parler du neuf, mais laissez un petit peu de suspense. Hein. Ne dites pas tout maintenant. Je ne dis pas tout. Et avec nous également Étienne Jacot, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Étienne. Bonjour Vincent. Président du Revenu Pierre. Qu'est-ce que le Revenu Pierre ? Dites-nous. Alors Revenu Pierre, c'est une société familiale de 15 ans d'âge qui est spécialisée sur le marché secondaire des résidences gérées, donc la revente de tous les lots en LMP, LMNP, résidences d'étudiants, EHPAD que vous avez vendus il y a 3 mois, 3 ans, 15 ans. Donc c'est un marché qui est maintenant relativement structuré et organisé, un marché autour de 3000 lots à l'année. Et on est un acteur historique et sans doute référent sur ce marché-là. Donc notre rôle à nous, c'est de sélectionner sur le marché le bon et le moins bon, de prendre le bon, de le remarketer, de le packager et de le redistribuer pour les meilleurs via des conseils de gestion de patrimoine et des banques, ce que l'on fait maintenant depuis une douzaine d'années. Voilà pour les présentations. Merci à vous deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux professionnels du patrimoine qui nous suivent. Votre message principal, quel est-il, Emma ? Alors notre conviction au sein de Valorissimo, et les derniers chiffres et les dernières tendances le confirment, c'est vraiment l'émergence d'un marché secondaire avec des villes qui sont des villes de second rang, sur lesquelles il est important d'aller. En tout cas, nous, on s'en rend compte en termes de trafic, en termes de programme, avec tout ce qui se passe aussi au niveau des permis de construire. Ces maires dans ces villes secondaires ont besoin de pouvoir faire développer des programmes pour pouvoir promouvoir leur ville. Ça, c'est une conviction qui est très, très, très forte. Donc, ces marchés de déport dans des villes secondaires. Vous nous dites d'aller au-delà des grandes capitales régionales, hein, c'est ça. Dans lesquelles la demande reste tendue, mais on va en parler après. D'accord. Étienne, votre message principal, votre conviction principale que vous allez avoir l'occasion de développer, bien entendu. Nos convictions ne sont pas nouvelles. On assiste depuis quelques années à des forts besoins, à des fortes demandes de revenus complémentaires de la part de profils clients qui ont globalement plus de 50-55 ans et qui ont désespérément besoin de revenus complémentaires dans des logiques longues avec des fiscalités peu confiscatoires. Donc à un moment donné se retrouvent à vouloir acquérir de l'immobilier. Quel immobilier en essayant de s'en occuper le moins possible, d'avoir le moins d'ennuis possible et d'avoir de la rente sécurisée. Donc cette tendance, elle est forte, elle s'accentue, elle n'a pas diminué au moment du Covid, bien au contraire.
Simplement, il faut faire les bons choix quand on cherche des rendements, des actifs qui vont générer de la rente. Voilà. Quand on prépare sa retraite, quand on se soucie un petit peu de ce que vont donner les retraites dans les années qui viennent. Bien, on commence. On va déjà faire l'état des lieux à la fois pour le marché du neuf et le secondaire, voir ce que le Covid a vraiment changé ces derniers mois pour ces deux segments de marché. Et puis on passera à vos choix pour 2022, un petit peu pour donner des idées à nos amis CGP. Emma, l'état du marché du neuf, l'impact à ce jour de la crise sanitaire. Quel a-t-il été en termes de prix, par exemple? Oui, les tendances de manière générale. Alors aujourd'hui, ce qui se vend sur le marché, ça dépend à la fois de la mise à l'offre du côté promoteur et à la fois des tendances et des demandes des Français en termes d'achat dans le neuf. Concernant la mise à l'offre côté promoteur, si on regarde les statistiques, les tendances sont plutôt à la hausse, les tendances sont plutôt bonnes versus 2020, tant en termes de construction qu'en termes de commercialisation. Les permis de construire, il y a une augmentation de 6%. Ce qui est déjà un peu sorti de terre, qui a commencé un peu à être construit, c'est une augmentation de 8%. En termes de commercialisation pure, on est sur des croissances autour des 29%, à la fois pour les mises en vente et à la fois pour les réservations. Donc il y a quand même une belle tendance à la hausse versus 2020, ce qui est plutôt très très rassurant sur la partie mise à l'offre côté promoteur. Et puis côté demande des Français, c'est un peu ce qu'on se disait en préambule et c'est la conviction que je porte aujourd'hui. Les principales villes françaises restent des zones très très tendues. C'est ce qu'on observe nous en termes de data sur notre plateforme avec beaucoup de demandes à ce niveau-là. Ça c'est certain. Et pour autant, ce marché de report dont je vous parlais préalablement est émergent, que je peux moi un peu comparer aux pays en voie de développement. C'est-à-dire que c'est des marchés. On sait qu'il se passe des choses, on sait qu'il commence à se passer des choses, on sait qu'il y a un véritable intérêt à aller sur ces marchés, mais c'est encore timide. Et pourquoi c'est timide? Parce qu'on n'en parle pas assez bien, on ne communique pas assez bien sur ces marchés de report, et c'est aussi tout l'enjeu de Valorissimo de pouvoir le faire. Et voilà. Et donc ces villes secondaires sont des villes où le ticket d'entrée est plus faible, le prix au mètre carré est plus faible également. Des exemples de villes? Chartres, de ce marché émergent de l'immobilier. Chartres, Dijon, ce genre de villes sont des villes qui sont Chartres, très... qui est à 100 km de Paris. Exactement, et sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Les rendements sont plutôt bons, autour de 4%. On a des flux de population qui sont très positifs aussi. On a des perspectives d'évolution de prix qui sont aussi très bonnes et qui en font des marchés donc attractifs, mais peu connus. Et l'enjeu de Valorissimo, justement, sur ce marché secondaire, c'est d'apporter l'argumentaire qui va bien aux personnes qui sont en charge de la commercialisation de ces biens, donc les conseillers en gestionnaire de patrimoine, pour leur faciliter, parce qu'effectivement, c'est un peu plus facile de vendre sur Montpellier, sur Paris ou sur Bordeaux que de vendre à Chartres ou à Dijon. Donc pour faciliter, parce que Valorissimo est un facilitateur. Qu'est-ce qu'il faut dire alors pour donner envie aux gens d'acheter, mis à faut part leur donner des arguments. Il faut leur donner des arguments. Il faut leur donner des arguments sur le quartier, sur les transports, la proximité des grandes villes. Voilà, les écoles, la présence CSP+, sur plein d'aspects comme ça, sur le marché de la location, sur la vacance. Voilà, leur donner des argumentaires pour leur faciliter la vie dans la commercialisation de ces biens. D'accord. Et là, c'est vraiment l'enjeu. Donc, ce qui se vend bien, c'est ça. C'est les villes secondaires qui ont été délaissées. Exactement. Et où le prix du mètre carré est à quoi entre 1000, 2000, 3000 euros peut-être? Ça va dépendre. 3000, non? Ça va dépendre des villes. Ça va dépendre des villes, mais on est dans ces eaux-là, oui, tout à fait. D'accord. Pour ce qui est du secondaire, Étienne Jacot, de l'appétit des Français pour les résidences gérées, quelle est l'ambiance aujourd'hui? Alors, ce n'est pas forcément l'appétit pour les résidences gérées, c'est le driver du business, c'est je cherche des revenus complémentaires pour préparer ma retraite dans quelques années. Donc c'est-à-dire que les gens achètent sans conviction, ils veulent juste du rendement. Les gens cherchent à résoudre leurs problèmes. Comment je fais pour avoir du revenu complémentaire qui ne soit pas trop taxé et qui génère de la rente sans pépin d'exécution. Voilà le fond. Donc finalement, cette tendance, elle est toujours là. Elle est encore plus importante selon nous en 2021 qu'en 2019. Et dans nos secteurs d'activité, 2019, 2020, 2021, finalement, ça se ressemble. La tendance de fond, elle est toujours là. Ceci dit, les sous-jacents qui permettent de répondre à cette question-là, comment je me crée des revenus sécurisés et qui s'exécutent correctement,
etc., a fondamentalement changé depuis maintenant une année. C'est-à-dire que les sous-jacents immobiliers ne sont plus tout à fait les mêmes. 2017, 2010, les sous-jacents, c'est-à-dire les segments sur lesquels vous pouvez investir en immobilier. Est-ce que vous investissez sur des résidences d'étudiants? Est-ce que vous investissez sur des résidences seniors, des résidences de tourisme, des EHPAD? 2017, 2018, 2019, ça avait une certaine tendance. 2020, évidemment, avec le Covid, tout ce qui est résidence de tourisme et résidence d'affaires de cœur de ville, le modèle économique est fondamentalement changé et impacté. Donc, les deux segments, résidence de tourisme et résidence d'affaires, globalement, chez nous, déjà qu'on ne faisait pas beaucoup de tourisme, c'est stoppé à 100%. Et les résidences d'affaires... Il y a du tourisme en France, on va dire, il y a des... Absolument. Les Français Absolument. vont en France. Ils vont en France, mais donc, je vous rappelle que mon driver à moi, c'est... Ouais. Je cherche des revenus complémentaires pour assurer ma retraite. Oui. Donc, si mon exploitant... Donc, évidemment, on comprend que le business model des exploitants de résidences de tourisme ou résidences d'affaires, il a été fortement impacté par la crise sanitaire, il continue à l'être. Donc, ces segments-là ne sont pas en capacité, pendant, en tout cas sur cette période-là, et sans doute un peu aussi dans le futur, ne sont pas en capacité de générer de la rente sécurisée, etc., etc. Donc, les segments sur lesquels on faisait investir nos clients ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, le volume global est toujours là. Donc il y a un phénomène de report. On commercialise des résidences d'étudiants qui ont été relativement peu impactées par la crise sanitaire, des résidences de seniors avec une demande très très forte sur ces segments-là, et puis il y a toujours une tendance de fond sur les résidences EHPAD. Alors on a les fans, on a ceux qui n'aiment pas, donc on est pour, on est contre, mais en tout cas la résilience de ces segments seniors, EHPAD et étudiants a été globalement démontrée et ça génère de la rente. Donc le volume global est là, les segments sont plus du tout les mêmes. Les investisseurs et les CGP, mais notamment les investisseurs, ont compris que il fallait faire des choix, il fallait comprendre sur quel segment on achetait. Donc on ne peut pas acheter en disant j'achète et puis tout se passe toujours bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas trop ce que j'achète. Il y a souvent eu dans ce type de métier, de business, ce style de comportement. Les gens qui ont eu des allocations d'actifs réparties, et bien finalement s'en sortent mieux que ceux qui ont mis 100% sur des résidences de type urbaine. Il faut toujours diversifier. Voilà, absolument. Ah ouais. Donc il est important que les investisseurs comprennent ce qu'ils achètent. Ça, je pense que la crise a eu ce comportement-là. Et puis, il est important que les CGP jouent un rôle de conseil dans la répartition des actifs, l'allocation, etc. Enfin, que du bon sens, mais le bon sens, on l'oublie souvent. Voilà. Donc, l'impact de la crise sanitaire, c'est certains segments ont beaucoup souffert avec des investisseurs qui ne s'attendaient pas à ce type de situation, ont beaucoup souffert. Et le volume global, est-ce qu'il est revenu à 2019? Ah oui, il est supérieur en 2021. Il est supérieur même. Pour moi, le volume global est supérieur en 2021 à 2019. D'accord. 2020 n'a finalement pas souffert tant que ça. C'est du report. Voilà, certains segments ont changé. Donc évidemment, commercialement, c'est plus tout à fait la même chose sur quelques mois. Mais globalement, l'impact... Voilà, il y a eu beaucoup de phénomènes de report. Le besoin à la base étant toujours là. Et Maleka, pour le neuf, les volumes globaux sont supérieurs à ceux auxquels ils étaient avant crise? Non, pas encore quand même. Non. On a quand même une tendance à un marché qui se rétracte. On envisage 120 000 logements sur le marché de la promotion. Parce qu'il n'y a pas assez de construction, c'est ça? Non. Ouais, d'accord. Il y a toujours un déficit important. À ce niveau-là. Donc non, on n'est pas sur des tendances... Mais moi, je bénéficie sans doute aussi du report de l'absence de construction neuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de choix dans le neuf, donc finalement, il y a un report sur le marché de l'existant. Après, ça dépend aussi beaucoup des régions. Il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres. Mais de manière générale, on a quand même une rétractation. Les derniers chiffres au niveau des gros promoteurs nationaux, ils sont tous plus ou moins en décroissance ou de façon très stable versus 2020. Donc voilà. Effectivement, pas assez d'offres pour ce qui est du neuf et toujours suffisamment du côté du secondaire. Il faut dire que les conditions aussi de financement des particuliers sont toujours aussi favorables. Il y a beaucoup d'argent qui cherche à s'investir avec des taux qui restent à zéro, qui vont encore le rester quelques temps, même si les banques centrales vont un petit peu réduire la manœuvre dans les mois qui viennent. Mais vous sentez qu'il y a les Français, on a vu que la crise sanitaire s'est traduite finalement par plus d'épargne encore.
pour les Français. Exactement. Je pense qu'il y a eu une crainte à un moment donné au tout début du premier confinement, parce qu'il y a eu un stop, il y a un arrêt. Mais je pense que c'était le temps de comprendre ce qui se passait pour tout le monde, et parce que personne ne savait ce qui nous attendait et ce qui nous arrivait. On se croyait dans un mauvais film américain, un peu style Contagion. La pierre reste une valeur refuge vraiment pour les Français. Une étude de Se Loger disait il n'y a pas très longtemps que 8 Français sur 10 qui souhaitent investir continueront à investir dans l'immobilier. Donc ça reste quand même une grosse valeur refuge. C'est plus tout à fait les mêmes clients en 2021 qu'en 2017-2018. Ouais. On a aujourd'hui encore plus de clients cash, c'est donc de clients plus âgés qui sortent de l'assurance vie, qui transforment du financier en immobilier, donc qui sont cash et qui sont plus âgés. J'ai beaucoup moins de profils primo-investisseurs qui empruntent 100%, parce que les conditions de financement, quand même en 2021, sont plus difficiles pour les primo-investisseurs. Et c'est peut-être eux qui sont le plus à risque dans la crise sanitaire ou la crise économique qui est autour. Donc globalement, les plus âgés et les plus riches, si je puis dire, réaffectent un peu plus d'épargne liquide qu'avant, mais les populations les plus jeunes sont moins investies, à mon avis, sur ce style d'actifs. Les souscripteurs chez vous sont en grande partie des gens qui sont sortis de leurs assurances-vie ? Alors, les souscripteurs chez nous sont 50% en cash et ont pour la majorité, enfin pour plus de 50%, ont plus de 55 ans. Donc ça donne un type de profil. Vous parliez des assurances vie, voilà, ils ont du cash. J'ai pas la stat pour savoir sur les 50%. Mais est-ce qu'il y a une tendance justement Oui, il y a une tendance. Alors, elle est longue, ça fait quelques années. Les taux de l'assurance vie sont ce qu'ils sont. Vous parlez des contrats euros, là. Oui, les fonds euros. Mais les gens qui investissent chez nous, ils ont un peu le même réflexe que ceux qui investissent en fonds euros, si je puis dire. Ils cherchent pas à prendre des gros risques. Voilà. Donc cette tendance existe. Par contre, quel est le pourcentage de gens qui ont vendu leur commerce ou leur pharmacie, ou les pourcentages de gens qui sortent de l'assurance vie, je ne sais pas trop le dire. Mais, oui, bien sûr, mais bon. Mais il y a franchement beaucoup de cash, bien plus qu'il y a quelques années. D'accord, très bien. Quelque chose à rajouter avant que l'on passe Moi, j'ai quelque chose à rajouter. À la suite. Sur la partie émergence de nouveaux profils d'investisseurs, nous, on a observé chez Valorissimo et puis même sur le marché l'émergence des trentenaires, puisqu'aujourd'hui, 60% des personnes de 30 ans déclarent vouloir investir dans le neuf. Donc, c'est quand même une statistique qui est importante et qu'il faut suivre de près. Cette population, ce sont des digital natifs, donc on ne peut pas s'adresser à eux de la même manière qu'on s'adresse à d'autres populations. Comment vous faites ? Faut beaucoup digitaliser, mais le Covid a beaucoup accéléré. C'est-à-dire qu'ils visitent même pas physiquement Alors, ça c'est un grand débat. Ouais. 86% aujourd'hui des personnes déclarent ne pas vouloir acheter sans avoir visité, etc. Donc c'est très important. Même parmi les plus jeunes. Même parmi les plus jeunes. Le neuf est source un peu d'exception. Et c'est dans ce domaine-là où je pense qu'on peut fortement accélérer le parcours digital, sans pour autant que ça soit du 100%. Parce que ce n'est pas forcément une attente. Mais avoir un accès à l'information très rapide via des applications smartphone, etc., notamment pour les conseillers en gestionnaire de patrimoine vis-à-vis de cette population, tout ça, c'est des enjeux qui sont très forts chez Valorissimo et ça fait partie de nos... Allons-y. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Ça fait partie des enjeux et des projets qu'on travaille fortement sur l'année 2022, parce qu'on va accompagner justement ce besoin très digital. Si vous pouvez vous mettre en mode avion, quelques minutes, effectivement, ça nous permettrait de ne pas nous interrompre. Le digital, Étienne Jacot, dans votre profession, ça monte ? Le digital... le digital, c'est juste un moyen pour aller plus vite avec des vendeurs, aller plus vite avec des acheteurs, avoir une organisation administrative la plus fluide possible. Je suis encore, à mon avis, assez peu sur les marchés secondaires dans le digital pour capter du nouveau client qui est plutôt une clientèle 25-35. Voilà. Chez moi, le digital, c'est de l'organisation administrative efficace, mais c'est pas encore de la captation. Chez les plus de 55 ans, non. Absolument. D'accord, très bien. Pourtant, on n'est pas très vieux à 55 ans. Hein. Bon, on peut s'y mettre. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Bon, faut juste comprendre que le digital, ça a du sens. Hein. La moitié de mes vendeurs viennent du web. Ouais. Donc vous en repérez sur le web. C'est pas j'en repère. La moitié vient du web. J'en ai 10 à 12 par jour. J'en ai 6, 7, 8.
statistiquement par jour. Ils sont allés sur le site, ils ont répondu à des campagnes, ils ont lu des articles, ils ont dit j'ai quelque chose à vendre. Et donc, globalement, voilà. Donc une partie significative de mes vendeurs, donc des gens qui veulent vendre, ne viennent pas des conseils de gestion de patrimoine, ne viennent pas des exploitants, ne viennent pas des banques, mais viennent directement du web. Donc c'est un parcours 100% digital, hein, c'est évident. On a commencé à dire ce que le Covid avait changé dans les habitudes des souscripteurs de neuf ou de résidence. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça concrètement, Emma, chez vous ? Alors, sur la partie Valorissimo, comme on est une place de marché, le digital est très important. Le Covid a fortement accéléré le besoin en digitalisation, tout secteur confondu d'ailleurs, l'immobilier ne fait pas exception. Et on accompagne cette demande en développant beaucoup plus sur la plateforme de services pour avoir un parcours digital qui soit fluide. L'idée étant de faciliter vraiment la vie à nos partenaires gestionnaires de patrimoine, parce que face à un marché qui a quand même tendance à se rétracter, il y a moins d'offres, il y a beaucoup de demandes, mais il y a moins d'offres. Et donc, un gestionnaire de patrimoine, il a besoin que son expérience se passe bien, avec de l'efficacité et de la fiabilité. Et on en discutait juste avant que la table ronde démarre. Dans les discussions que j'ai eues avec les promoteurs, là, c'est pendant le salon, ils parlent tous et beaucoup de fiabilité de la donnée, de connexion en temps réel. Et ça, c'est un enjeu qui est très, très fort et que le Covid a accéléré. Dans vos expériences de vie de tous les jours sur des sites e-commerce où vous pouvez acheter des choses, vous voyez de plus en plus apparaître depuis quelques années la notion de disponibilité, plus que 3 produits en stock, bientôt épuisés, etc. Ça vient... C'est vrai ou c'est c'est tout à fait vrai, c'est pas de la magie, c'est vraiment... C'est pas pour nous inciter à acheter. Non, c'est vrai, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avant de mettre ça en place, il y avait beaucoup de frustration, et la frustration fait perdre des clients et les fait perdre définitivement. Et aujourd'hui, avoir une mauvaise expérience parce qu'il y a une erreur de stock, c'est très mauvais, et la promotion immobilière ne fait pas du tout exception par rapport à ça. Et aujourd'hui, un promoteur, il n'a pas du tout envie de gérer des doubles ventes, de gérer des assignations liées à ça. Et donc, la donnée, elle est très importante, et la fiabilité, elle est importante. Et Valorissimo travaille vraiment dans ce sens-là, en se connectant en temps réel avec les promoteurs pour avoir une information fiable et la proposer ensuite à vous, gestionnaire de patrimoine, pour que vous soyez certain de pouvoir réaliser votre vente, parce qu'il y a beaucoup de demandes et encore une fois pas beaucoup d'offres. Donc quand vous avez vraiment une offre entre les mains, vous avez envie de la vendre, et vous avez envie de la vendre efficacement. Et c'est ce que Valorissimo travaille fortement face à... Et ça, le Covid l'a fortement accéléré, cette demande et ce besoin. Étienne Jacot, comment est-ce que vous avez adapté votre offre aux nouvelles habitudes nées du Covid ? Ça va vous surprendre, je n'ai pas adapté mon offre, à part les segments qui ne sont plus les mêmes. Le digital, ce n'est pas nouveau. Moi, je fais surtout du digital pour de l'acquisition vendeur. Hein. Donc, je cherche des vendeurs, je cherche à ratisser le plus large possible pour que les vendeurs viennent chez nous et qu'on puisse avoir une offre à vous proposer. Donc, message au CGP, occupez-vous de vos clients, organisez la sortie des dispositifs fiscaux de vos clients, cherchez-leur de la liquidité immobilière. Sinon, statistiquement, ils vont taper sur le web, ils vont tomber chez nous assez souvent. Et voilà, donc moi je préférerais développer un flux d'affaires plus significatif avec les CGP en apport de vendeurs, mais ils arrivent chez nous, les clients. Donc c'est un message, voilà, occupez-vous de vos clients, sinon ils arrivent chez nous et après, voilà, c'est plus la même chose. Donc, le digital côté vendeur, c'est stratégique chez nous, mais il fonctionne à mon avis assez bien. Je ne fais pas de digital pour de l'acquisition client, ça je le laisse à nos partenaires CGP. Et le digital, organisation administrative, finalement, c'était quand même dans les gènes de la société. Parce qu'avant de faire cette société-là, j'étais un DG ou un DAF pour des startups de logiciels et techno, et j'avais des correspondants aux US, aux États-Unis, avec des gens partout. Donc j'étais obligé depuis très longtemps à être habitué avec des gens un peu partout. Donc finalement, c'est un peu resté. D'accord, très bien. On va parler avant de parler de vos convictions 2022. Oui, voilà. Juste sur ce qu'a changé le Covid aussi, ce qui a changé et ce qu'a apporté le Covid, je pense que les attentes des Français aussi et les convictions des Français dans le choix de leur logement, que ce soit pour l'investissement ou pour la résidence principale, ça a quand même aussi fortement évolué avec le Covid. On observe de plus en plus des personnes qui veulent un extérieur, qui veulent des logements un peu plus éco-responsables, des aménagements
d'aménagement dans le neuf avec modulaire, avec des espaces modulaires qui permettent justement le télétravail, qui permettent de changer Ça peut pas une encore pièce. être très répandu, ça. Comment ? Ça doit pas encore être très répandu, ça, non? C'est pas répandu, mais les attentes Ouais. sont là, par contre. Les attentes des Français, les demandes des Français sont là. Ça impacte fortement aussi les promoteurs dans le choix de leur programme et dans leur construction. On voit plein de choses quand même qui apparaissent partout chez Nexity. Des logements éco-responsables. Et puis modulaire, l'aspect modulaire, l'aspect aussi terrasse, espace extérieur. Et ça rejoint le point d'avant sur les villes de second rang, entre guillemets, où on va pouvoir trouver ces extérieurs, on va pouvoir, et pas forcément en logement individuel, hein, je ne parle pas des maisons, là je parle vraiment des logements collectifs, mais où la situation du terrain et le foncier dans ces villes vont permettre ce genre de choses et donc vont accompagner aussi la demande des Français là-dessus. Et ça, c'est un point qui est très important et qu'il ne faut pas négliger. C'est un critère de choix maintenant important, avoir une terrasse, alors qu'avant c'était peut-être secondaire. Exactement. Très bien. Le Covid a quand même eu peut-être une incidence sur le choix et le choix des actifs sous-jacents que l'on peut commercialiser. C'est-à-dire que les investisseurs, les CGP bien sûr, mais les investisseurs ont quand même compris que tout ne se valait pas, que tout ne marchait pas de la même façon, que certains segments pouvaient souffrir, que certains segments pouvaient moins souffrir. Donc il fallait un petit peu comprendre ce que l'on achetait, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la crise a eu ce point-là. Et puis un deuxième point qui pour moi est assez important, c'est que pendant la crise, on a vu un certain nombre d'exploitants de résidences gérées avoir des comportements parfaits, d'autres moins parfaits, d'autres pas parfaits du tout. Et donc, un des critères de sélection nouveau qui apparaît en tout cas sur nos marchés, c'est comment s'est comporté l'exploitant en période de Covid. Et franchement, c'est très, très, très important. Les gens vous demandent ça. Ouais. En tout cas, nous, ça fait partie de nos histoires, parce que quand vous investissez sur ce type d'actifs, vous investissez pour longtemps. L'exploitant, c'est pas votre associé, mais quand même, c'est presque votre associé. Donc, vous faites attention au choix de votre associé, et sans doute plus aujourd'hui qu'avant. Donc, un des critères nouveaux de cette période-là, c'est comment il se comporte. Voilà, comment il communique, comment il se comporte. L'exploitant a peut-être changé entre-temps. Non, il n'a pas encore eu le temps de changer. Celui qui s'est mal... Il n'a pas encore eu le temps de changer, ça va venir, ça. Ouais. Ça va venir. Sur certains segments, on aura des changements très significatifs sur les segments. Et vous avez un rôle justement dans le changement, pousser à ce qu'il y ait des changements? Il faut pas qu'on... Il faut qu'on fasse attention à notre rôle. On n'est pas là pour attiser les conflits. On est là pour faire de la pédagogie aux uns et aux autres pour que les choix soient raisonnés. Donc évidemment, nous, on cherche des exploitants qui ont des track records, des expériences et un comportement. Et donc évidemment, on préfère pousser ceux qui sont dans ces cases-là, évidemment. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de rôle. On n'est pas là pour faire l'arbitre. Bon. Vos convictions pour 2022, on est au mois d'octobre, donc ça va bientôt arriver. L'année 2022, année électorale en plus. Dans le neuf, Emma Leca, la tendance en 2022, c'est celle que vous commenciez à nous décrire tout à l'heure, toujours ces villes secondaires, mais qui n'ont rien de secondaire finalement. Exactement. Cet immobilier émergent. Cet immobilier émergent. C'est une très jolie phrase que je me permettrai de reprendre. Ou un peu oublié. Oh, immobilier, c'est plus joli la phrase précédente. Voilà, je ne pensais pas l'avoir si bien trouvé. C'est très bien trouvé. Oui, c'est effectivement une tendance qui est forte et qu'on va accompagner chez Valorissimo parce qu'on sent que c'est important. Mais les prix commencent à monter dans ces villes-là. Oui, effectivement. Mais ça reste encore raisonnable. Ouais, on est aux alentours des 2,5% en région. D'accord. Au niveau de l'augmentation des prix. Mais c'est déjà une hausse et il faut l'avoir en tête. C'est pas une flambée, quoi. Non, c'est pas une flambée, pas pour l'instant. Donc il faut aller là-dessus. Après, une autre tendance à laquelle on s'attend aussi en 2022, qui est une résultante du Covid directement, c'est que les promoteurs ont par opportunisme et nécessité, dû vendre aussi beaucoup en bloc. On a vu l'augmentation du bloc sur 2020. Elle a tendance à diminuer là sur 2021. Je regardais les stats du premier semestre. Néanmoins, elle est encore là. Et ce qui avant était une opportunité pour un promoteur de vendre en bloc à des institutionnels, aujourd'hui va devenir une stratégie demain dans son mix canal au moment de la distribution. Et ça, c'est important pour nous, plateforme de commercialisation, et donc pour vous, nos partenaires CGP, parce que demain, un promoteur, quand il va faire son mix canal pour pouvoir vendre un programme, il va réfléchir à la fois à ce qu'il va donner à sa vente interne, ce qu'il va donner aussi à la prescription et ce qu'il va donner en bloc. Et donc, on a tout intérêt, nous, Valorissimo, à être très, très, très bon et très fort sur
sur notre capacité de commercialisation et d'écoulement avec vous, pour pouvoir justement éviter trop de blocs et récupérer ce qui pourrait être donné en bloc et le récupérer pour nous en commercialisation, ce qu'on appelle le diffus dans notre jargon. En bloc, d'une certaine façon, ça sort un petit peu de votre marché, quoi. Ça sort complètement, en fait. On n'y voit pas. Et donc ça renforce encore la rareté. Ça renforce la rareté. Et pour contrecarrer ça, je ne vois pas d'autre chose que de rassurer les promoteurs sur notre capacité de commercialisation. Et pour les rassurer là-dessus, il faut qu'on donne des moyens à nos partenaires et à nos prescripteurs de pouvoir écouler facilement. Donc c'est, encore une fois, je répète, mais les messages, il faut les répéter 7 fois au moins, je crois, pour que ça soit bien entendu. Mais ça va être la fiabilité de la donnée, vous permettre de faire des ventes efficaces avec des données fiables, des services qui vont vous faciliter la vie, des services de financement, de la gestion locative, ce genre de choses, de vous donner de la data sur ces villes pour vous donner des argumentaires de vente. Et c'est vraiment tout l'enjeu de Valorissimo sur 2022. Je parle pas trop, j'arrête. Non, ça va. Étienne Jacot, vos convictions dans les résidences gérées, qu'est-ce qui sera intéressant en 2022? Un peu la même chose qu'actuellement? Pas forcément. J'ai 2 convictions simples. Première conviction, sur les segments qui ont montré la résilience, étudiants, seniors, EHPAD, on est sur une tendance avec de la demande. Donc si on fait toujours attention à la sélection de départ, si on revend des actifs avec des baux qui ont été renouvelés, si les loyers sur le chiffre d'affaires, on a des bons métriques. Enfin bref, on s'assure que les résidences fonctionnent et gagnent de l'argent, sinon l'exploitant il sera en difficulté. Si on fait un bon choix, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui les choses ne continuent pas correctement. Ensuite, on a des segments qui ont été complètement délaissés, que nous on a complètement coupés, je vais dire tourisme et résidences d'affaires. On commence à voir, notamment sur certaines résidences d'affaires, peut-être un retour de quelques investisseurs un peu avertis qui vont chercher les résidences qui sortiront du lot. Dans ces résidences d'affaires, toutes ne survivront pas. Voilà, toutes ne survivront pas. Donc tout le monde se dit, hop, ça va pas, ça marche, on arrête tout. Ok. Et il y a celles qui survivront pas, et puis il y a celles qui avaient un compte d'exploitation très très bon avant, qui finalement retrouveront un compte d'exploitation correct en 2023, ou qui font partie d'un grand groupe international qui a des reins assez solides, qui s'est bien comporté aussi en période de crise, etc. etc. Donc les prix ont fortement baissé sur cette classe d'actifs, parce que globalement, selon moi, il y a peu d'acquéreurs. Il y a aussi peu de vendeurs parce qu'ils ne sont pas fous. C'est du value, là. Donc là, globalement, il commence à avoir, à mon avis, certains investisseurs qui vont chercher des marques très, très précises, des résidences très précises. Je pense qu'on en accompagnera. On a fait 0 en 2021 sur ce segment-là, 0 vente, ou 3-4, mais 0, quoi. Je pense qu'on en fera 50 l'an prochain, mais sur des résidences ultra précises, avec des exploitants ultra précis pour des raisons précises. Les prix ont baissé de 20 ou 25% ou 30% sur cette classe-là d'actifs. Je pense qu'il peut y avoir certaines opportunités. Sur le tourisme, c'est un peu la même histoire. Ça va forcément rebondir. Sur le tourisme, ça va forcément rebondir, et on n'a plus sur le tourisme les mêmes acheteurs. Les gens qui s'intéressent au tourisme, c'est les gens qui veulent presque un appart en secondaire ou qui achètent une période d'occupation. S'ils pouvaient acheter une maison, une résidence secondaire, ils le feraient. Ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une résidence secondaire, donc ils vont chercher un lot dans une résidence de tourisme, ils vont chercher la période d'occupation, et s'il y a du financier qui couvre la taxe foncière et les quelques charges, c'est pas si mal. Donc ils n'achètent plus pour du rendement, ma retraite, etc., pas du tout. Ils achètent pour de l'affect, dans une région qu'ils connaissent, une résidence dans laquelle ils sont peut-être déjà allés, en essayant d'y retourner un petit peu. Oui, absolument. C'est le retour des clubs hôtels. Ski montagne, ski et bord de mer. Donc ça, c'est une tendance. C'est plus difficile pour nous parce que c'est moins notre ADN de base, mais je la vois bien, cette tendance, elle existe. Un retour vers les résidences de touristes, mais plus du tout pour les mêmes raisons, à des prix qui sont assez décotés. C'est le retour des années 70, là. Je sais pas, mais en tout cas... C'était très à la mode dans les années 70, ce genre de... En tout cas, il faut les faire monter en... Enfin, il y a des travaux, il faut les faire monter en gamme, etc. On n'est pas dans le timeshare. Mais en tout cas, il y a un vrai retour sur cette classe d'actifs également, mais pas du tout pour les mêmes raisons. On ne cherche pas du rendement, parce que le rendement, on a compris que c'était aléatoire. Non, c'est pour se faire plaisir, pour partir. Faire plaisir, et si pour changer d'air. Voilà. Changer d'air. Voilà. J'ai une petite question pour Pierre, je peux me permettre. Oui, interpellez-vous entre vous. Faites comme si j'étais pas là. Qu'est-ce que vous pensez de l'émergence, petite émergence de la mixité senior-étudiant, dont on commence à entendre
un peu parler. C'est des bons sujets, c'est des sujets conceptuellement qui sont intéressants. Moi, j'aime bien des résidences avec plusieurs segments à l'intérieur. Donc, étudiants seniors, il y a peu d'expérience. Jeunes actifs. Il y a peu d'expérience. Mais par contre, sur des résidences de tourisme, on a souvent on a quelquefois des résidences de tourisme un peu nouvelle génération avec du tourisme, un peu d'affaires dans certains moments, des étudiants long séjour, des étudiants plus court séjour si je fais de la recherche, etc., etc. Donc moi, j'aime bien la mixité des résidences parce que c'est la mixité du business model. J'aime bien les résidences qui évoluent vers des résidences un peu 2.0, un peu co-living. Voilà. Donc, c'est des tendances. Elles ne sont pas faciles à déceler sur le marché, mais il y en a. Les investisseurs avertis les recherchent. Ouais. Le co-living, ça marche toujours, malgré le Covid? On peut se dire, bon, voilà, on essaye d'avoir son propre espace. Le co-living, chacun a quand même son espace privatif. Oui, enfin, on a quand même un salon commun, une cuisine commune, non? C'est une vraie tendance de fond. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ça n'a jamais réellement commencé. Donc, le Covid n'a pas stoppé le co-living. Je pense que ça n'a pas vraiment commencé et que ça va commencer là, maintenant. Justement aussi parce que on a besoin de ce genre de service et les générations qui arrivent, les jeunes étudiants qui sont les générations X et Y, voilà, vont aller vers ce genre de service. La tendance est très très lourde et c'est une vraie tendance de fond. Tous les investisseurs internationaux investissent depuis un certain nombre d'années là-dessus. Le particulier, c'est voilà, il n'y a pas que le coworking, il y a le co-living aussi, qui monte. Emma Leka, année électorale 2022, ça peut changer quelque chose pour le 9? Ça ralentit forcément. Tout dépendra du résultat de l'élection, mais bon. Oui. Ouais. Alors, est-ce que ça rend les gens un petit peu plus frileux quand il y a comme ça une grande échéance présidentielle dans votre secteur, à vous deux? On commence avec le 9. Alors, au niveau des acheteurs, vous voulez dire? Ouais. Parce que moi, l'impact, il est plus sur la partie foncier. Voilà, où on a déjà senti un ralentissement ces derniers temps. Aussi parce que beaucoup de maires bloquent les choses justement en prévision des élections. Donc il y a un premier impact à ce niveau-là. Après, sur les acheteurs, il y a peut-être un petit côté attentiste. Mais c'est pas là où il y aura le plus d'impact, selon moi. Après, effectivement, ça va dépendre beaucoup des résultats. Étienne Jacot, l'influence d'une période électorale? Oui, c'est quand même une période d'incertitude. On commence à connaître. Oui, on en a vécu plusieurs. C'est toujours une période d'incertitude pour les acheteurs. On attend pour voir ce qui peut se passer. C'est éternel et je crois que ça existe aussi sur nos marchés. Bien, on va passer aux questions, à vos questions. N'hésitez pas. Alors, il y a 2 micros de part et d'autre. Je ne sais pas si les micros vont circuler ou s'il va falloir que vous alliez au micro. Mais en tout cas, si vous avez une voix qui porte, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, on vous écoute. Très bien. Ok, alors moi je vais répondre. Effectivement, il y a beaucoup de startups qui émergent parce qu'il y a tout simplement un boulevard à ce niveau-là. Chez Valorissimo, on investit énormément et on va encore investir beaucoup en 2022 sur l'intelligence artificielle qu'on va mettre donc au service de nos conseillers en gestionnaire de patrimoine pour que quand ils vont faire des recherches ou quand ils vont vivre l'expérience utilisateur sur la plateforme, puissent avoir les meilleures infos, le bon lot au bon moment pour leurs bons clients. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de la data. On la traque en temps réel tout le temps. On va l'analyser et puis après on va la distribuer à travers des technos d'intelligence artificielle, des moteurs de recommandation, etc. Pour pouvoir justement la mettre au service de nos conseillers, mais aussi au service de nos promoteurs sur d'autres aspects. Donc c'est quelque chose de très important et qui est un enjeu phare, je vous le confirme, pour Valorissimo. Oui, c'est à vous. J'avais juste plongé dans quels sont les gestionnaires ou les exploitants que l'on aime.
Sur l'aspect senior, qui n'est pas un secteur qui a été très impacté par la crise, on peut avoir des très gros comme Jardin d'Arcadie. Jardin d'Arcadie, on peut avoir des moyens comme Steva, on peut avoir des moyens pépites pour nous. Voilà, Espace Vie, c'est un acteur dans l'Ouest. Voilà, tous les 2-3 ans, on découvre des acteurs avec lesquels on discute beaucoup et on comprend leur modèle mieux que d'autres. Et on a des coups de cœur. Donc il nous arrive d'avoir des coups de cœur sur des exploitants. Donc là, j'en ai cité 3 dont les 2 premiers sont plus connus. Le dernier est moins connu. Mais vous pouvez répéter le 3e? Espace Vie, c'est un coup de cœur pour nous. Voilà. Okay. Voilà. Pur exploitant, pas promoteur, bon compte d'exploitation, bon comportement, connaissance du marché par cœur, croissance pas très rapide, mais croissance raisonnable. Tout ce qu'il faut pour ne pas générer du méga risque. Sur l'aspect EHPAD, où on va rester dans le classique, si on sélectionne bien nos résidences, j'insiste là-dessus, on sélectionne bien les résidences, donc Corian, Orpea, Domidep, à condition de sélectionner les résidences. J'insiste, il n'y a aucun exploitant qui, chez nous, n'est validé sur toutes ces résidences, ça n'existe pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas chez certains, sur certaines résidences, je veux dire. Sur le monde de résidence d'étudiants, on est moins classique, donc on est moins exposé. Donc Nexity, c'est une grosse solidité financière et ça fonctionne. Après, des exploitants plus petits, Artemisia par exemple, là, c'est des acteurs beaucoup plus petits mais qui ont montré des très bons comportements lors de la période Covid ou les Belles Années, qui est une filiale du groupe Valority, qui a montré des comportements intéressants au renouvellement des baux. Ça nous plaît. Et j'ai oublié quoi? J'ai oublié le plus dur, le plus intéressant pour la fin, les résidences business, celles qui n'ont pas marché. Et dans les résidences business, donc vous avez beaucoup de problèmes, et puis vous en avez quelques-uns, des exploitants qui n'ont pas été comme les autres, donc qui ont souffert, comme tout le monde, qui se sont remontés les manches, qui ont payé 100% de leur loyer sans ronchonner. Cela, je me rappellerai longtemps. Privilège, c'est un acteur, par exemple, dans la région de Grenoble, dans le 38, qui a une dizaine de résidences. Ils sont très, très peu nombreux sur ce segment-là, mais on s'en rappelle et on s'en souviendra pour le futur. Voilà. Bien. Tout là-haut, monsieur. Bonjour. Ce n'est pas de la rentabilité loyer, c'est de la rentabilité tenant compte d'un exit, d'un prix de sortie, quoi. J'achète 100, je revends dans 5 ans à 150 parce que j'ai acheté de façon décotée. Et entre-temps, j'ai eu un petit peu de rentabilité avec un exploitant qui, tant bien que mal, se comporte bien. C'est ça l'histoire. Oui, ce n'est pas une logique de coût. Moi, je n'aime pas trop avoir une logique de coût, mais je pense qu'il peut y avoir des choix à faire dans certaines résidences de tourisme qui ont des valeurs au mètre carré assez décotées, qui ont des endroits intéressants pour le long terme. Les investisseurs, globalement, rejettent les résidences de tourisme pour la rentabilité stable, telle que j'ai voulu la définir, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. C'est-à-dire, l'investisseur qui cherche la rente ne va pas là, l'investisseur qui cherche à acheter pas cher dans un endroit qui vaudra plus cher, dans combien de temps, je ne sais pas. Oui, il y a un positionnement à prendre sur cette histoire. J'en ferai pas un cœur de business, mais je n'exclus pas de travailler certaines résidences, certains actifs sous-jacents là-dessus. Une dernière question peut-être? Ou s'il n'y en a pas, écoutez, on va vous remercier d'être venu assister à ce débat. Merci à toutes et à tous et merci à nos 2 invités, Emma Leka, Valorissimo et Étienne Jacot. Merci Vincent. Du Revenu Pierre, vous pouvez peut-être rester un petit peu pour répondre aux questions de nos amis. Voilà, merci à vous et très bonne 2e journée de Patrimonia. Au revoir.